Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la construction d'une classe, donc l'identification des composants et la mise en place du code d'une classe. Donc nous allons parler de l'ensemble des composants possibles dans une classe tout d'abord. Ça va se résumer en fait à la description des attributs, des constructeurs qui sont des méthodes d'initialisation et de ce qu'on appellera les méthodes, c'est-à-dire les traitements que vous associez à votre classe. Alors pour rappeler donc ce que sont les composants d'une classe, tout d'abord il faut dire qu'une classe définit des attributs ou des champs de données. C'est la même chose, on parle des fois de données membres. Une classe définit des constructeurs, donc, qui sont des méthodes, des fonctions membres de la classe, mais qui ont comme rôle d'initialiser les champs de données. Et une classe définit aussi des méthodes ou fonctions membres qui sont les traitements que les objets du type de la classe sont censés rendre. Les membres sont affectés d'une visibilité, donc on a vu qu'en Java il y a 4 visibilités possibles. L'ordre de la déclaration des membres n'est pas significatif, ce qui signifie que vous pouvez alterner un peu comme vous voulez, mais pour des raisons de bon sens, vous allez évidemment regrouper ce qui va ensemble dans la classe, de façon à améliorer la lisibilité, la maintenabilité, etc. de votre code. Pour ce qui est de créer des attributs, donc tout d'abord un champ de données est typé. En Java, les données sont forcément typées, donc déclaré et typé en fait même. Et pour ce qui est des champs de données, effectivement, il va falloir commencer par choisir un type qui correspond à ce champ. Pour ce qui est du nom de l'attribut, la convention habituelle, c'est de commencer par une minuscule, et ensuite on capitalise, c'est-à-dire que l'on met des majuscules à l'ensemble des mots qui constituent l'identifiant. En général, la visibilité des champs de données est privée, parce que vous ne voulez pas que de l'extérieur on vienne choucrouter les données dans l'objet. Ensuite, pour ce qui est du typage du champ de données, alors vous avez le choix entre un type fondamental, int par exemple, nous verrons plus loin les types fondamentaux, les types primitifs proposés par le langage Java. Ça pourrait être une chaîne de caractères par exemple, qui représente là un type classe, un type référence, mais provenant donc des standards. Et puis ça pourrait être une référence vers un autre type, en particulier les types utilisateurs, c'est-à-dire que vous pourriez très bien, dans une classe, avoir une référence vers un attribut, référence vers un autre objet de votre modèle à vous. Pour ce qui est des constructeurs, donc les constructeurs sont des fonctions membres spéciales. Le nom d'un constructeur est le nom de la classe. Il peut avoir des paramètres mais pas de retour. Et dans le corps du constructeur, on initialise les champs de données, donc c'est ce que nous allons faire juste après. Pour ce qui est de la création des méthodes, une méthode est en fait un traitement effectué sur un objet. Donc ce traitement peut soit simplement modifier l'objet, soit retourner réellement une valeur. On ne parle pas de procédure ou de fonction en Java, mais dans l'esprit, en fait, on est exactement devant les sub-functions DVB. Son nom suit la même conversion que les attributs, on commencera par une minuscule et on capitalisera. La méthode peut déclarer une liste de paramètres, avec donc la syntaxe type, non, virgule, type, non, virgule, type, non, virgule, etc. Elle peut bien sûr ne pas avoir de paramètres. Elle peut avoir un retour, et sinon il faut la déclarer void, c'est-à-dire qu'elle travaillera comme une procédure si elle n'a pas de retour. Ce que l'on appelle un retour, c'est une variable, c'est une donnée, qui est retournée lorsqu'on appelle cette méthode. Alors, bien noter quand même que la méthode correspond à un message que l'on peut envoyer à l'objet de ce type. Ce qui fait que, dans la réalité, pour savoir si vous devez ou non écrire une méthode, il faut bien s'interroger sur le fait de est-ce que quelqu'un va appeler un traitement sur l'objet? Si oui, quel est le nom de ce traitement? Donc ce sera bien sûr le nom de la méthode. Et on écrit la méthode que si effectivement on est sûr que le message a un sens. Pour la mise en œuvre donc de cette vidéo, je vais venir ici utiliser NetBeans, qui est l'outil préconisé par Oracle. Je vais créer un nouveau projet, un projet Java, bien entendu, Java Application. Dans ce projet Java Application, donc je vais appeler le projet du nom de ce chapitre, donc nous sommes dans le 0401. Je vais ici ne pas lui faire créer la classe principale, je vais vouloir la créer moi-même. Je génère le projet, je rappelle que le projet en fait est une organisation
NetBeans. Dans les packages source ici, source au sens du code source, c'est-à-dire que c'est là où vous mettez votre code, vous allez venir créer une classe, new Java class. Donc je vais créer une classe que je vais appeler ici la classe D. Vous noterez qu'il est possible d'utiliser les caractères accentués en Java. Effectivement, le code source peut s'écrire utilisant l'Unicode. Alors attention évidemment aux choses farfelues. En particulier, donc, je connais des développeurs Java qui écrivent en chinois alors qu'ils travaillent dans un environnement absolument pas chinois. Bon, on peut faire ce qu'on veut bien sûr, mais il faut être sûr du lecteur en fait. En particulier, donc, placer du français dans un code qui se veut international, en particulier donc en anglais, est un problème. J'ai le droit de le faire, je vais le laisser comme ça, mais en pratique, peut-être éviter les caractères spéciaux, puisque suivant l'outil que l'on va utiliser pour éditer votre code, on pourrait être surpris, en particulier parce que Java n'impose pas un éditeur particulier. Vous pouvez tout à fait bien coder Java avec VI et tout le compilateur en ligne de commande, il n'y aurait aucun problème. La notion de package, je vous rappelle que c'est l'espèce de composant dans lequel on va placer les classes, une espèce de répertoire dans lequel on va placer les classes. Donc je me mettrai bien un nom de package ici. Je vais appeler ce package jeu2D. Je rappelle que par convention, les noms de package en Java sont écrits entièrement en minuscules. Il se trouve que, vous regardez, vous voyez que lorsque je crée une classe, NetBeans me crée un fichier qui porte le nom de la classe. Et bien ça, c'est imposé par Java. Dans un fichier, je ne peux avoir qu'une seule classe publique. Et c'est celle qui donne son nom au fichier. Alors je pourrais avoir plusieurs classes, mais une seule classe publique. Vous remarquerez aussi que le nom du package est venu comme un intermédiaire entre src et le nom du fichier. Autrement dit, le fichier est placé dans un répertoire qui porte le nom du package. Ça aussi, c'est significatif en Java. Bon, au-delà, au-dessus, eh bien en fait, on est devant quelque chose qui n'est significatif que pour l'environnement dans lequel je travaille, NetBeans. Ça pourrait changer sans que le compilateur Java soit impacté. Mais, je répète, le répertoire dans lequel se trouve le fichier et le fichier lui-même sont significatifs dans leur nom pour le compilateur Java. Je finis ici la petite boîte et donc je me retrouve comme attendu dans ce fichier à avoir du code qui a été généré par l'outil NetBeans. Je passe sur le commentaire sur lequel nous reviendrons plus tard. Ce qui m'intéresse ici, c'est effectivement que la classe soit placée dans un package. Cette classe est marquée public. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Je pourrais très bien travailler sur une classe qui ne serait pas publique. Alors ensuite, voilà, pour la classe D, je vais avoir besoin de déclarer et définir mes attributs. Donc je vais le faire tout de suite. Je pense qu'un D doit supporter un entier qui est une valeur. Alors je vais appeler ça valeur D de cette façon-là. Donc là, je retrouve la convention habituelle pour la nommage des champs de données. Je commence par une minuscule et je mets une majuscule à un mot qui intervient dans l'identifiant. Je dois placer le type de ma variable préalablement et encore devant, j'ai placé la visibilité de ce champ. Je vais ensuite imaginer ce que j'appelle un constructeur. Donc un constructeur, c'est une méthode qui porte le nom de la classe, mais qui n'a pas de retour. Donc ça, c'est une forme syntaxiquement extrêmement curieuse par rapport aux autres méthodes. Ici, le constructeur demandé, effectivement, rappelle le nom de la classe, pas de retour et pas de paramètres. Alors ça, c'est un choix personnel. Je considère que lorsqu'on crée un objet D, eh bien, on n'a pas à donner de paramètres. Donc ça, c'est moi qui l'invente. Et le rôle de ce genre de méthode est tout simplement de donner des valeurs au champ. Donc ici, par exemple, je considère qu'on démarrera l'existence d'un objet D avec une valeur de 4. Ce que signifie la déclaration d'un attribut dans une classe, c'est que lorsque je vais créer un objet D, eh bien, cette valeur D va être à l'intérieur de l'objet D. L'objet D va porter une valeur qui sera un entier. Et lorsque l'objet sera créé, viendra à la vie, ce constructeur va être automatiquement appelé par le compilateur, et donc je vais automatiquement déclencher ce code. Autrement dit, j'initialise dans mon constructeur les différents champs de ma classe D. Ici, je n'en ai qu'un. Mais si j'en avais 15, eh bien, il faudrait effectivement que je pense à initialiser mes 15 valeurs. Très important, car sinon, l'attribut prendra la valeur 0 à ce niveau-là, et donc vous vous retrouverez avec un D qui a une valeur de 0, ce qui n'est évidemment pas correct. Ensuite, au niveau du modèle, on avait prévu que l'on pouvait faire rouler un dé. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc
une méthode publique, puisqu'elle sera appelée de l'extérieur du package du D. Le retour de rouler sera un entier, je vais donc retourner un entier quand je vais faire rouler le dé, en quelque sorte j'aurai immédiatement un calcul. Et ici donc je donne le nom de rouler au nom de la méthode. Si j'avais voulu appeler ça rouler le dé, je l'aurais écrit de cette façon-là. Bon, ce qui me gêne de nommer la méthode rouler le dé comme ça, c'est que je suis dans une classe D, donc rouler le dé dans une classe D, c'est en quelque sorte redondant. Puisque je suis déjà dans une classe D, la méthode rouler ne peut s'appliquer qu'à un dé. Chose importante liée à ma conception orientée objet. Pas de paramètres particuliers, puisque là il s'agit de modifier l'état de l'objet sur lequel je travaille sans intervention extérieure. Par contre, en Java, on doit immédiatement après la déclaration, la partie déclarative, mettre le corps de la fonction, c'est-à-dire entre accolades le contenu de ce que fait cette fonction. Alors cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est donc en fait en réalité fournir une valeur aléatoire. Nous verrons plus loin ce que l'on pourra mettre à l'intérieur, fournir une valeur aléatoire. Et nous finirons par faire un return de la valeur en question. Donc il s'agit de la valeur D qui sera modifiée. Et je finis par un return. Alors le return, il est ici obligatoire car j'ai spécifié que la méthode devait retourner un int. Donc là, il me faut un return avec une variable qui sera compatible avec un int. Je vais donc de l'extérieur demander à faire rouler le dé et je vais récupérer la valeur courante de mon dé, tout simplement. Donc voilà la définition d'une classe D avec un attribut et un constructeur et une méthode. Sachant que le constructeur et la méthode sont finalement invoqués de l'extérieur de la classe, bien entendu. Ce que l'on voit, c'est que la portée de l'attribut, c'est la classe. Cet attribut ne sera pas directement accessible de l'extérieur. Donc là, on voit bien le respect de la notion d'encapsulation dans un objet. L'objet se protège de l'extérieur. Voilà, donc là j'ai écrit la classe D, alors vous allez me dire, bon et alors, comment ça se passe au niveau du programme? Eh bien je n'ai rien à dire de plus. Il est très fréquent en Java d'avoir à créer comme ça des classes qui sont finalement que des morceaux de l'application. Vous ne savez pas qui va vous appeler, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vous appeler, ni comment. D'où l'intérêt d'avoir bien respecté l'encapsulation, puisque comme vous ne savez pas qui va faire la manip, quand est-ce qu'il va faire la manip, vous risqueriez de vous retrouver avec des manipulations extrêmement douteuses de vos objets. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons couvert l'ensemble des composants possibles dans une classe, à savoir les attributs, qui sont donc les données, les champs de données, les données supportées par les objets que l'on va instancier à partir de la classe. Nous avons vu que les constructeurs sont des fonctions d'initialisation de la classe, alors nous verrons plus loin à quel moment ces méthodes particulières, méthodes spéciales, sont réellement appelées. Et ensuite, nous avons vu comment créer une méthode, donc un traitement qui est associé à l'objet en question. Nous avons vu que les attributs constructeurs et méthodes dans une classe ne sont pas créés dans un ordre particulier. Nous avons vu que ces attributs constructeurs et méthodes non plus ne représentent pas un ordre d'utilisation de la classe. On pourrait très bien imaginer appeler la méthode qui se trouve à la 10e position avant d'appeler la méthode qui se trouve à la première position. Il n'y a pas d'ordre, pas de séquence au niveau de la classe. Alors ça, je sais que c'est un petit peu perturbant au niveau de lorsqu'on approche en fait un langage orienté objet comme Java.